La principale raison pour laquelle on voit Donald Trump si pressé de négocier ou de conclure une sorte d'accord avec l'Iran, c'est en fait ce qu'il a lui-même évoqué ces 2 derniers jours. Il parle des réserves de pétrole des États-Unis. Plusieurs médias, comme Reuters ou CNN, rapportent que la réserve stratégique américaine de pétrole est à son plus bas niveau depuis 43 ans. Elle est tombée à environ 340 millions de barils. Le niveau le plus bas depuis 1983. Une chute marquée depuis le début de la guerre avec l'Iran. Ils disent que c'est une baisse d'environ 18%. 75 millions de barils ont été utilisés pour équilibrer le marché parce qu'on puisait dans les réserves pour le stabiliser. Et l'une des principales raisons, comme Donald Trump l'a lui-même souligné, c'est que c'est un vrai problème et qu'il faut agir. Et tout cela est lié à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. En regardant le sommet entre les États-Unis et l'Iran en Suisse, en gros, le principal sujet du côté américain, c'était le détroit d'Ormuz. Ils ont mis en place une ligne directe, une nouvelle ligne de communication entre les 2 parties, compte tenu des tensions dans le détroit d'Ormuz. L'idée, c'est de gérer la situation, d'éviter tout incident avec le temps, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe entre Israël et le Liban, et ils ne veulent surtout pas revivre ça. La fermeture du détroit d'Ormuz ou une réduction du passage des pétroliers, tout ça. On sait que les Iraniens ont déjà utilisé des mines dans cette zone. Donc on voit encore des pétroliers circuler, mais pas comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a moins de pétroliers qui passent, ce qui d'ailleurs n'est pas censé être le cas. Alors selon vous, pourquoi est-ce que cela représente un problème stratégique pour les États-Unis si la guerre continue ou si le blocus se prolonge? Eh bien non, je ne vois pas de problème stratégique, si ce que le gouvernement nous dit est exact. Les États-Unis sont autosuffisants en pétrole. Donc, si nous sommes autosuffisants en pétrole, ça veut dire qu'on peut se passer complètement du pétrole du Golfe Persique. La réserve stratégique a été créée il y a très très longtemps, avant qu'on retrouve cette autosuffisance. Comment on y est parvenu, je ne sais pas trop. En partie grâce à la fracturation hydraulique, ce nouveau procédé qu'ils utilisent pour extraire le pétrole de la roche. En partie peut-être grâce à de nouveaux gisements découverts. Mais apparemment, nous, les États-Unis, sommes autosuffisants en pétrole. Nous n'avons pas besoin d'en importer, et donc nous n'avons plus besoin de la réserve stratégique. Elle a été mise en place à une époque où nous n'étions pas encore indépendants, pas encore autosuffisants en pétrole. Et on en a libéré une partie pour essayer de faire baisser le prix du pétrole, pendant que Trump parlait de bloquer le détroit, en pensant à tort que ça nuirait à l'Iran, qui ne pourrait pas se passer des revenus tirés de la vente de pétrole. Eh bien ça, c'était une erreur du gouvernement américain. Donc si je pense que que Trump insiste autant sur la réserve stratégique, c'est pour faire taire les opposants américains à ses efforts pour trouver un accord avec les Iraniens. Parce que le lobby israélien a encore fait son effet ou son ravage sur l'opinion publique américaine en affirmant que Trump trahit Israël, que Trump passe des accords avec l'État iranien, qualifié de terroriste, et qu'il vend Israël. Donc Trump dit, écoutez, il faut qu'on trouve un accord à cause de la crise du pétrole. Il faut faire baisser le prix du pétrole pour que les gens puissent acheter de l'essence, mettre de l'essence dans leur voiture et aller travailler. Et je pense que c'est ça, le fond du sujet. Pour Trump, ce n'est pas vraiment une question de crise ou d'accord à conclure. C'est plutôt sa manière de répondre à la pression que le lobby pro-israélien exerce sur la population. Et il dit en gros, bon, quel prix de l'essence voulez-vous payer? Donc pour moi, c'est juste ça, Nima. Je peux me tromper,
mais je ne vois pas en quoi c'est une crise si on est autosuffisant en pétrole, comme on nous le répète. Mais bien sûr, on nous ment tout le temps. Oui, mais le problème, c'est que la plupart des raffineries aux États-Unis sont conçues pour traiter du pétrole lourd, d'accord? Alors que le pétrole produit aux États-Unis est généralement du pétrole léger. Du coup, ils doivent importer du pétrole lourd pour fabriquer par exemple du diesel, qui est différent et provient justement du pétrole lourd. C'est la principale raison de tout ça. La hausse du prix du pétrole, la hausse du gazole. Et donc, pourquoi ça, si les États-Unis sont censés être autosuffisants? Ce sont les compagnies pétrolières, ce sont des entreprises privées. Elles voient une occasion de faire un profit exceptionnel. Elles ont été trop gourmandes, elles ont causé beaucoup de dégâts. Et bien sûr, on a volé le pétrole lourd du Venezuela. Maintenant, on a tout le pétrole lourd qu'on veut. C'est du pétrole vénézuélien, très lourd. C'est pas du pétrole léger, pas le Brent, ce n'est pas non plus le pétrole léger d'Arabie Saoudite, c'est du lourd. Et on l'a pris au Venezuela. Donc je ne pense pas que les États-Unis soient confrontés à une crise pétrolière. Trump insiste sur le fait que la réserve stratégique est basse. Mais on n'en a pas besoin si on est autosuffisant, comme ils le disent. Je ne vois donc pas ça comme une pression. La vraie pression sur Trump, à mon avis, c'est qu'il n'a plus aucun moyen de poursuivre la guerre. Voyez qu'est-ce qu'il peut faire. Notre attaque a échoué et la contre-attaque iranienne était en train de l'emporter. Nous avons dû demander un cessez-le-feu parce que nous étions sans défense. Ils ont fait exploser nos radars. Nous n'avions pas assez de missiles pour intercepter les leurs. Israël était une cible facile. Alors Israël et les États-Unis ont demandé à l'Iran d'arrêter la guerre, et je l'ai dit dans votre émission, c'était une erreur. L'Iran n'aurait pas dû s'arrêter. Ils auraient dû continuer et gagner. Mais ils ont commis une faute. Et ce qui se passe en ce moment, les médias appellent ça des négociations de paix. Mais ce n'est pas vrai. Les seules discussions pour l'instant portent sur les conditions que l'Iran exige des États-Unis avant d'accepter de négocier. Autrement dit, les États-Unis doivent d'abord mettre fin aux opérations militaires israéliennes au Liban. Les États-Unis doivent s'abstenir d'interférer avec les flux de pétrole qui passent par le détroit d'Ormuz pendant la période des négociations, c'est-à-dire pendant 60 jours. Les États-Unis doivent aussi libérer les avoirs iraniens que les Américains ont gelés ou saisis, ou peu importe comment on le dit. Et ils doivent reconnaître que cette voie maritime relève de la souveraineté iranienne et que la circulation dans le détroit sera contrôlée conjointement par l'Iran et Oman d'un commun accord. Donc, pour commencer, les États-Unis doivent accepter ces conditions. Et bien sûr, le plus difficile, c'est de faire cesser l'agression militaire d'Israël au Liban. Si les États-Unis parviennent à respecter ces engagements, alors les négociations de paix peuvent commencer et elles auront 60 jours. S'ils n'arrivent pas à un accord au bout de 60 jours, il est possible que, s'ils sont proches d'un compromis, il y ait une prolongation. Sinon, tous les accords tombent. Israël peut reprendre son offensive militaire. Les États-Unis peuvent de nouveau tenter de bloquer le détroit. Nous ne sommes pas obligés de rendre à l'Iran le reste de son argent. Et nous n'avons pas à accepter que les Iraniens et les Omanais perçoivent des frais pour l'utilisation de la voie maritime. Voilà la situation. C'est la vraie situation. Ce n'est pas ce que disent les médias. Les médias donnent l'impression qu'un accord de paix est déjà conclu et que les négociations ont commencé. En réalité, les négociations portent sur une seule chose, savoir si vous, les Américains, allez respecter ces conditions. Parce que ce sont les seules conditions sur lesquelles l'Iran accepte de discuter.
C'est tout ce qui est en train d'être mis en place pour l'instant. Voilà. Right now. So, Paul, there is some sort of panic in Israel. They don't know Paul, what to il y a une say, sorte de what to panique do. en You Israël. see in Ils ne Channel savent plus quoi 13, dire he says that ni quoi Trump faire. is holding back Tu vois, Israel sur la chaîne 13, all ils disent que areas, Trump not freine just in Israël dans Gaza, tous les domaines, because pas seulement au Channel Liban. 13. C'est ce qu'ils ont rapporté sur la And chaîne they're 13. attacking the Zionists. Et ils s'en prennent aux sionistes, dans les médias, dans les grands médias américains. Mark Levin et tous ces gens-là, les politiciens, ils attaquent de tous les côtés. Ils s'en prennent à J.D. Vance et à Donald Trump. Et leur question, parce qu'ils sentent bien cette panique, c'est est-ce que c'est ce qui arrive à Donald Trump? Pourquoi a-t-il changé d'attitude envers Israël? Et je ne sais pas si tu as vu l'extrait diffusé sur la chaîne 14 en Israël, qui d'ailleurs est très proche de Benjamin Netanyahou. Voilà ce qu'ils ont rapporté sur la chaîne 14. And here is what they reported on Channel 14. אבל Chap. עם הנשק הזה, ולפי דעתי, החדירו לו למוח את הגלים האלו, אני לא בדיוק יודע. It's אתה לא מפעיל את הנשק הטלפתי שלך, Paul, Paul, juste pour ceux qui n'ont pas pu lire le sous-titre de la vidéo, c'est la chaîne israélienne 14. Ils disent que le type suggère que l'Iran utiliserait des armes électromagnétiques à basse fréquence pour influencer les décisions de Donald Trump et qu'ils auraient implanté ces ondes dans son cerveau. On remarque, paraît-il, un changement visible dans le comportement du président, dans le comportement de Trump. C'est un peu comme, tu vois, de la télépathie. Mais bon, ils disent que tout ça tourne autour de l'électromagnétisme, enfin, ce genre de choses. Ils affirment que la Russie en dispose, la Chine aussi, et l'Iran également. Donc selon eux, ces pays s'en serviraient pour influencer Donald Trump. C'est pour ça qu'on voit cette surprise, ce choc dans la société. Les gens essayent de trouver une explication à ce qui se passe. Toi, qu'est-ce que tu en penses? What is your take on that? well, I think I doubt the Israelis. Eh bien, je doute que les Israéliens croient vraiment à quelque chose comme ça. Ils sont trop sophistiqués pour ça. Mais à mon avis, ce qu'ils font, c'est mobiliser les sionistes, surtout ceux des États-Unis, pour qu'ils fassent plus pression sur Trump. Et on dirait qu'ils y arrivent. Cette Miriam Adelson, la milliardaire américaine d'origine juive, possède apparemment un journal juif. Et sauf si c'est une fausse information. Israël Hayom. Non, Israël Hayom. C'est elle qui possède Israël Hayom. Ils ont attaqué Donald Trump à cause de son... Ils ont dit que Trump avait trahi Israël, qu'il avait vendu Israël. Et comme elle est la plus grande donatrice de Trump, et qu'elle a de l'influence sur les autres milliardaires juifs américains, c'est une façon d'exercer une forte pression sur lui. Et bien sûr, il y a aussi les soi-disant sionistes chrétiens aux États-Unis qui font partie des partisans de Trump et du mouvement MAGA. Et puis il y a d'autres rédacteurs en chef et journalistes juifs, ce qui ajoute encore plus de pression sur Trump. Mais la vraie question, c'est que peut-on faire maintenant? Vous l'avez entraîné dans une guerre que Trump pensait facile, rapide, et dont il s'attendait à sortir clairement vainqueur. Et il a constaté qu'il n'y avait rien. Nous étions vaincus. On ne pouvait plus rien faire. Et il n'a plus aucune option militaire, à part les armes nucléaires. Ce qui est difficile à justifier parce que l'Iran ne nous a rien fait, à part repousser une attaque que nous avions lancée contre eux. Alors, où est le problème existentiel pour les États-Unis, au point d'aller bombarder un pays avec l'arme nucléaire? C'est donc très difficile pour lui d'utiliser l'arme nucléaire pour régler la situation, mais c'est la seule façon pour lui de rester dans la guerre. Que peut-il faire d'autre? On sait qu'ils ne peuvent pas débarquer des troupes et conquérir l'Iran. Ils n'en ont aucune possibilité. Eux-mêmes n'y croient pas. Le Pentagone écarte complètement cette idée.
We know the American Navy can't get anywhere close to the On sait que la marine américaine ne peut même pas s'approcher du détroit d'Ormuz. Elle serait coulée. Les Américains ont perdu tous leurs radars sophistiqués qu'ils avaient dans les États du Golfe Persique. Ils n'ont plus aucun système d'alerte. Leurs stocks de missiles intercepteurs sont très faibles. Ils ne peuvent pas intercepter les Iraniens qui arrivent, et Israël non plus. Alors pour Trump, les exigences israéliennes n'ont aucun sens. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Vous m'aviez dit qu'on les attaquerait et qu'ils s'effondreraient. Ce n'est pas arrivé. Ils nous ont vaincus. Maintenant, il ne veut pas admettre publiquement qu'on a été battus. Il continue de dire qu'on les a écrasés, qu'il ne reste plus rien. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. C'est ça le problème de Trump. Il doit s'en sortir parce qu'il ne peut pas rester dedans. Et c'est vraiment le moteur principal de toute cette affaire. Il ne voit aucun moyen de poursuivre la guerre. En plus, il a les élections de mi-mandat qui arrivent et beaucoup de gens ne soutiennent pas cette guerre. Même parmi ceux qui soutiennent Israël, beaucoup doutent de cette guerre. C'est une situation que, selon moi, les Israéliens refusent de comprendre. Et ça pourrait leur nuire. Parce que pour Trump, c'est forcément frustrant d'aller à l'encontre ou d'être perçu comme allant à l'encontre d'Israël. Mais il n'a vraiment pas d'autre choix que d'essayer de mettre fin à ce conflit. Vous voyez, personne n'a proposé de solution. Le secrétaire à la Défense n'a pas de plan pour continuer la guerre. Et le département d'État n'a pas de plan non plus pour utiliser la diplomatie afin d'organiser le Moyen-Orient contre l'Iran. Vous savez, c'est le genre de choses qu'il faudrait faire pour continuer la guerre. Le département d'État devrait aller parler aux Turcs, aux Saoudiens, à qui que ce soit, pour dire « aidez-nous à agir contre l'Iran, aidez-nous à imposer ceci ou cela aux Iraniens ». Le département de la Défense, qu'on appelait autrefois le département de la guerre, devrait avoir un scénario d'attaque, quelque chose de possible, de réaliste. Mais rien de tout ça n'arrive, parce que rien de tout ça n'est faisable. Et c'est pour ça que Trump veut s'en retirer. Ce qu'il dit, en réalité, ce sont juste des réponses à des pressions. Quand il dit « on a une crise du pétrole », c'est simplement pour qu'on lui lâche la grappe, pour détourner ceux qui veulent empêcher la guerre, notamment les Israéliens, en leur faisant croire qu'il y aura une crise pétrolière. Je ne prêterai pas trop d'attention à ce qu'il dit, parce que ce ne sont que des réactions, et la plupart se contredisent d'entre elles. Il faut garder à l'esprit que son vrai problème, c'est qu'il s'est engagé dans une guerre qu'il ne peut pas gagner, et qu'il n'a aucun moyen de la poursuivre. Alors, il essaie d'en sortir. Et je pense que les Israéliens finiront par l'accepter, parce qu'en réalité, Nima, laisse-moi te dire ça, je ne serais pas surpris que tout ça ne soit qu'une autre manœuvre israélo-américaine. Faisons semblant d'être en désaccord. Concluons un accord. Laisse-moi en conclure un. Et après quelques années, les Iraniens feront de l'argent, ils seront contents et leur vigilance retombera. Les gardiens de la révolution iranienne vont perdre leur tranchant. Les gens diront on n'a plus besoin de cette préparation militaire, on a un accord de paix, et ils vont se ramollir. Ils vont perdre leur vigilance. Et là, on pourra tout recommencer. C'est tout à fait possible que ce soit ce qui se passe, que tout ça ne soit qu'une tromperie, une manœuvre des Américains et des Israéliens pour endormir les Iraniens, pour les affaiblir. Les laisser devenir riches, à l'aise, tranquilles, et ils n'auront plus besoin de l'armée. L'armée perdra alors son efficacité et son importance. C'est tout à fait possible que ce soit ça le but. Les Américains et les Israéliens sont des gens extrêmement rusés. Ils vivent de la tromperie. C'est tout à fait possible. That's entirely possible.